Bienvenue dans l'épisode 26 de l'alchimie d'un roman. Et aujourd'hui, vous allez me dire ça devient une habitude, aujourd'hui nous allons une fois de plus nous pencher sur l'œuvre d'un prix Nobel. Un roman très court, mais qui a frappé les esprits justement pour sa simplicité exemplaire, Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Un roman que suivant les règles de l'alchimie nous allons observer selon les perspectives des 4 éléments. L'eau, le style qui s'écoule, l'air, la fiction qui nous élève, la terre, le milieu où le roman prend racine, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et nous verrons que sous le couvert de la simplicité, ce roman nous délivre tellement d'enseignements que nous aurons besoin, pour le comprendre, de prendre quelques distances. Mais commençons par le commencement, c'est-à-dire le résumé de l'intrigue en 1 minute chrono. Le vieil homme et la mer est l'histoire d'un vieux pêcheur cubain. Il s'appelle Santiago, mais en vérité son nom n'est presque jamais cité dans le roman qui s'obstine à l'appeler le vieux. Le vieux n'a pas de chance et cela fait 84 jours qu'il n'a pas attrapé un seul poisson, au point que même son apprenti, le jeune Manolín, se voit interdire par ses parents de l'accompagner. C'est donc seul que le vieux prend la mer à la recherche d'un poisson quasi mythique, une grosse prise qui cassera enfin le mauvais sort. Et pour cela, il part très loin, au large, en dehors des zones de pêche de ses collègues. Et la chance enfin lui sourit. Un poisson mort à sa ligne, mais un poisson tellement énorme que la lutte durera plusieurs jours, épuisant le vieux et traînant sa barque sur des dizaines de kilomètres. Après un combat épique, le vieux harponne enfin son marlin de plus de 6 mètres et l'arrime au bord de son bateau. Sur le long chemin du retour, sa prise sera attaquée sans relâche par les requins et le vieux se battra encore à coups de harpon, puis de couteau, puis de gourdin. Quand il arrivera épuisé au village, son poisson ne sera plus qu'une carcasse dévorée par les requins jusqu'à l'os. Et le vieux, retrouvant Manolín, s'endormira enfin, rêvant au lion de sa jeunesse. Le vieil homme et la mer est un livre très court, d'à peine 150 pages, mais écrit d'un bloc sans aucun découpage en un seul chapitre. C'est un livre écrit comme une histoire à raconter d'une traite sans avoir besoin de s'arrêter. Et pour cela, le langage utilisé est direct et le plus simple possible. Des phrases courtes et sans aucune fioriture. Un vocabulaire accessible et sans emphase. Un style fait de monologues, car le vieux se parle à lui-même, de scènes d'action factuelles et de longs silences où l'on suit les modestes repas du pêcheur, quelques souvenirs de jeunesse et une multitude de petites tâches bien terre à terre. Il soigne sa main blessée, il se cale au fond de sa barque pour ne plus avoir mal au dos, etc. Et ce langage authentique, parsemé de fautes de français et du jargon du vieil homme, on pourrait même le qualifier d'anti-intellectuel. Hemingway parle à la partie la plus simple de son lecteur, à son cœur et non pas à sa tête. Pourquoi ? Eh bien c'est là toute la stratégie d'Hemingway. Il l'a d'ailleurs lui-même très bien expliqué en lui donnant le nom de théorie de l'iceberg, c'est-à-dire raconter à son lecteur une histoire émergée simple, concrète et factuelle, une histoire directe et accessible, mais qui cache dans ses profondeurs une richesse insoupçonnée. Bon d'accord, alors commençons par considérer les faits qu'Hemingway nous raconte, c'est-à-dire la partie émergée de l'iceberg. Et en surface, Le vieil homme et la mer est un récit de pêche. Hemingway lui-même pratiquait la pêche au gros et au marlin en particulier. Et son roman regorge de détails techniques et d'anecdotes authentiques. Il décrit les lignes, les hameçons, les appâts, la stratégie du pêcheur pour épuiser sa proie et l'amener petit à petit à portée de harpon. Le vieil homme et la mer nous parlent aussi de nature. Il nous parle de la mer, Hemingway nous décrit les lumières différentes, les planctons phosphorescents, les poissons volants et les oiseaux pêcheurs. Ça se lit dans l'émerveillement comme on regarde un documentaire animalier. Ok, c'est très intéressant, mais selon le principe de l'iceberg, toutes ces anecdotes techniques et ces descriptions écologiques ne sont que la surface qui cache l'essentiel, la profondeur. Et le lecteur, même le moins attentif, se rend compte rapidement qu'il y a autre chose derrière ce texte, comme une dimension cachée. Et c'est l'air, la fiction, c'est-à-dire les personnages et l'intrigue, qui nous met la puce à l'oreille. Les personnages d'abord. Ils sont étrangement dépouillés. Alors qu'on ne nous épargne aucun détail sur la constitution des hameçons et la composition des appâts, on ne sait quasiment rien du vieux et encore moins de son jeune apprenti resté à terre. Ces personnages sont stéréotypés, épurés à l'extrême, comme le style de l'écriture. Du vieux, on sait juste qu'il est ridé mais qu'il a les yeux clairs et profonds comme l'océan. Ce n'est pas un homme, c'est une enveloppe, un corps vieux et usé, autour d'une âme encore jeune et forte. Ce personnage, ce n'est pas un être vivant, c'est un concept. Et puis peu à peu, on se rend compte que tous les éléments de cette histoire sont traités de la même manière. Le poisson énorme, invisible dans les profondeurs, les requins comme une meute indifférenciée, autant de symboles comme dans un conte pour enfants. Il est d'ailleurs saisissant de constater que le traducteur français Jean Dutour a cru bon de commencer le roman par « Il était une fois ». Et vous me direz, d'accord, mais si l'on est dans le symbole, pourquoi Hemingway prend-il tant de temps à décrire les détails de la pêche ?
En effet, sur les 150 pages du roman, 90 pages, c'est-à-dire environ les 2/3, sont consacrées à la pêche elle-même et la lutte contre les requins. Et 90 pages pour décrire un gars assis dans une barque en train de tenir un filin, c'est paradoxalement très long. Et c'est justement ce que veut nous faire ressentir Hemingway. La durée interminable de ces 3 jours de pêche, la douleur physique du vieux, ses blessures, son manque de sommeil, son courage. Et pour qu'on le ressente vraiment, il faut que ce soit long. Il n'aurait pas pu écrire 3 jours plus tard, le vieux était très fatigué. Non, il fallait qu'on ressente nous-mêmes la longueur et la fatigue. Voilà pourquoi tous ces détails, parce que pendant tout ce temps, il faut bien nous raconter quelque chose. Et c'est donc non pas le contenu, mais la structure de cette histoire qui en fait le symbole du courage, de la souffrance, de la ténacité, qu'après cette lecture, on n'est pas prêt d'oublier. Et voilà, on a déjà compris l'essentiel, avec Hemingway, on est dans le symbole, et ce roman est une sorte de conte symbolique. On s'attend donc à découvrir, derrière le concret, dans les profondeurs de l'iceberg, un véritable message caché derrière les mots. Eh bien oui, et pas un message, mais plutôt une multitude de messages, selon le point de vue, selon le lecteur. Tout d'abord, il y a le thème du combat. Hemingway était féru de pêche au gros, il était aussi fasciné par la corrida et toute cette imagerie de l'affrontement viril, de l'esprit de la chevalerie et de la noblesse du combat. En parlant du fameux poisson, il écrit « Il a mordu dans l'hameçon comme un mâle, il tire comme un mâle ». C'est donc bien une histoire de corps à corps qui exalte des valeurs 100% masculines, et Hemingway, dans son élan, conclura sa pêche par un hommage fraternel « J'ai tué ce poisson qui était mon frère ». Et puis si l'on prend un peu de recul, au-delà du combat, on voit le symbole de la quête, de la mission sacrée, du sens de la vie. Au début du combat contre sa proie, le pêcheur se dit « C'est le moment de penser à une chose, rien qu'une, la chose pour laquelle je suis né ». Et le travail, la noblesse du labeur physique, mais l'ingratitude du monde aussi pour la besogne du travailleur manuel, l'œuvre de toute une vie pillée par le requin pour ne plus rien lui laisser. On est à la limite du plaidoyer marxiste. Certains y ont vu davantage l'œuvre d'Hemingway lui-même et les requins comme le symbole des critiques littéraires mettant en pièces le travail d'une vie d'auteur. C'est déjà beaucoup, mais si on change de perspective, on peut y voir autre chose encore. On peut y voir le thème de la nature et de la place de l'homme dans la création. Le pêcheur s'incarne dans le poisson. Il lui dit « Poisson, je resterai avec toi jusqu'à ce que je sois mort ». On s'attendrait à ce qu'il dise « jusqu'à ce que tu sois mort », mais il dit « je », car il ne fait qu'un avec le poisson. Et à l'inverse, l'homme n'a pas sa place dans la nature. Il ne nage pas dans l'eau. L'homme, c'est pas grand-chose à côté des grands oiseaux et des bêtes. Et puis sous un autre angle encore, on peut y voir le thème de la transmission, de l'héritage, une tâche impossible. Et le pêcheur répétera inlassablement toutes les 10 pages « J'aimerais tellement que le gosse soit là ». Mais le gosse ne comprendra jamais sa souffrance parce qu'il est impossible de transmettre vraiment ce qu'enseigne une vie d'homme. Et enfin, bien sûr, il y a le thème de la vieillesse, le courage de cet homme encore jeune dans un corps usé qui ne lui répond plus, ses rêves de lion donc de force et de jeunesse alors qu'il gît épuisé sur son lit de mort. Et c'est aussi la solitude de ce vieil homme sur l'océan, seul face à l'immensité de la création, seul avec lui-même, espérant que son poisson ne l'entraînera pas encore cette fois vers les profondeurs. Et je suis sûr que si vous réfléchissez de votre côté, vous trouverez vos propres interprétations, comme des messages qu'Hemingway vous adresserait à vous-même. Et voilà le secret de ce chef-d'œuvre en 150 pages. Car en vérité, Hemingway ne nous délivre aucun message particulier. Il nous délivre plutôt une sorte de méta-message, un canevas abstrait dans lequel il appartient à chacun de broder son propre message. Hemingway ne nous fait pas la leçon, il nous donne des valeurs comme un décor philosophique, une musique de fond dans laquelle chacun de nous entend sa propre mélodie. Et il réussit cela grâce à une écriture simple et symbolique et par un récit structuré lui-même comme un symbole. Par exemple, quand il dit par la bouche du vieux « Si seulement je pouvais savoir contre quoi je me bats », on raccroche immédiatement ce symbole à nos propres références. On y voit le combat contre la maladie, la vieillesse, le destin ou n'importe quel ennemi invisible qui nous hante. Autre exemple, les requins, des animaux immondes, puants, plus charognards encore que chasseurs. À vous d'y calquer votre ennemi personnel, le critique littéraire ou le grand capital. Bref, tout est symbole dans Le vieil homme et la mer. Le vieux, la vie, le destin, la vieillesse, l'enfant, ce qui retient à la terre, le monde des hommes, l'avenir, l'espoir, le poisson, à la fois ennemi et frère, la mission sacrée, le but, le sens de la vie, les requins, le mal mesquin, la méchanceté, le vice, l'impur. Et l'histoire qui les réunit, la pêche interminable, le courage, la souffrance, l'abnégation, le sacerdoce. Le sacerdoce, oui, car il y a incontestablement une dimension quasi religieuse dans ce récit. Quand il aperçoit le premier requin, le vieux dit « Aïe, ce mot est intraduisible, peut-être même n'est-ce qu'un son, une de ces exclamations qui vous échappent malgré vous quand un clou vous traverse la main et s'enfonce dans le bois.
Il se compare clairement au Christ. Et ainsi l'on peut dire du vieil homme et la mer qu'il est un texte biblique, c'est-à-dire un texte simple et fortement symbolique où chacun va puiser selon sa propre expérience des enseignements qui lui seront personnels. Alors merci encore d'avoir écouté bien sagement mes petites histoires, et si vous en voulez encore, je vous invite à découvrir l'ensemble des autres romans que j'ai lus et décortiqués pour vous sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous y abonner afin d'être averti à la sortie de chaque nouvel épisode. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook ou me retrouver dans le cadre plus large de la Vidéothèque d'Alexandrie, un groupe de vidéastes pédagogues spécialisés dans les sciences, l'histoire, le cinéma et tout ce genre de choses. Vous pouvez enfin vous attaquer à mon blog où je sais décrire un tas de choses intéressantes. Et ceci étant dit, au revoir et à bientôt.